Comment allez-vous tous? Salut Virtanas, salut Killer Volant, salut à tout le monde. Alors, comme d'habitude, si vous voulez participer à l'émission en vocal, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir sur le Discord. Mettez-vous dans le channel attente. Je viens de poster le lien du Discord dans le chat sur Twitch. Mettez-vous dans le channel audio attente et prévenez-moi dans la chatroom et je vous basculerai dans le stream. Ah, et voilà Pascal. Salut Pascal. Salut, salut. Alors attends, je vais couper le son de Twitch. Alors, Voilà, est-ce que... c'est bon. Ouais. Je fais juste un réglage. Vas-y, parle un peu pour voir si tu parles 1, plus 2, 1, fort. 2, 1, 2. Ouais. Impec. Bah écoute, je pense que ça marche nickel. Bon, mais super. Alors, salut Pascal. En vrai, pour une fois. Je crois que c'est la première fois qu'on se parle. C'est vrai. On voit. Donc tu es l'homme de la situation qui m'a sorti d'un mauvais pas 2 fois déjà. Oh, c'est rien, c'est rien. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, quand tu galères, c'est vrai qu'avoir un deuxième cerveau qui fonctionne à côté, ça peut faire du bien. Ouais, surtout en live, c'est pas évident, honnêtement. Ouais, c'est pas forcément super évident, mais bon, c'est surtout parce que tu fais, voilà, tu fais plusieurs choses en même temps, donc il y a des fois où t'as des, des morceaux de cerveau qui fonctionnent pas de la même façon que d'habitude. Euh, Ah, mais alors, qui est Pascal? il y a 2 semaines, on avait on avait fixé un bug, enfin on avait tenté de fixer un bug qui était, si vous vous souvenez bien, quand on... Il est sur GitHub d'ailleurs, je vais voir l'issue GitHub. Hop. Sur l'issue GitHub d'ailleurs, je crois que tu as participé Pascal, c'est toi qui avais donné l'idée. Ouais, ouais, ouais. Parce que le retour, sur iOS, le retour via slide, donc comme ceci, renvoyait pas sur la bonne liste quand on venait de la home. C'est exactement ça, ouais. Et on a réglé ce problème en mettant un double navigator. On a mis 2 stacks navigator. Donc ça c'est top. Par contre on avait un bug Zarbi qui était que quand on cliquait sur accueil, tout se passait bien. Par contre quand on cliquait sur émission, une fois sur deux il allait sur l'accueil. Mm. Et en discutant un peu après, on avait échangé et j'étais tombé d'accord avec moi-même sur le fait que j'étais un gros boulet. Puisqu'un Mais non, mais switch non. case... Comment? Mais non, mais non. Puisqu'un switch case, bah, si on met pas de break, effectivement, il passe dans tout ce qui marche, donc notamment dans le default. Donc, bah, je faisais 2 fois le même truc. Donc, effectivement, ça marche beaucoup moins bien sans les breaks. Et avec les breaks, qu'est-ce que ça dit? On clique sur émission et ça reste sur émission. C'est magnifique. Donc, hop. Je reviens sur accueil, ça revient. RGB, café série. Et ben, ça fonctionne. Alléluia. Je vais pouvoir marquer ce bug comme fixé. Ça, c'est cool. Oui, Ouais, Killer heureusement, Volant. c'est Pascal, beaucoup c'est... plus simple que ce que je t'avais proposé après. Ouais. Tu m'avais proposé quoi? T'avais proposé une deuxième alternative? Ouais, mais c'était une usine à gaz. En gros, c'était détecter le fait que tu sortes de la vue pour la réinitialiser pendant que tu sortais. C'était un peu une usine à gaz, hein. Ah oui. Ouais, ouais. Ouais, souvent dans React Native, enfin, ils te conseillent de faire des trucs en asynchrone et de réagir aux événements après qu'ils se soient produits. De temps en temps, c'est un peu compliqué, effectivement. Killer Volant qui dit c'est la faute à Redux, tu n'as pas besoin de break. Et en fait, tu as besoin d'un break dans le sens où, enfin, il C'est le format va. qui veut ça, hein. Comment? C'est le langage qui veut ça, quoi. Tu es obligé de mettre un break. Ouais, en fait, si tu mets pas ton break, il passe dans tous les cas dans le default. Et le default handler, une fois sur deux, il me donnait pas le bon truc. Je sais pas exactement pourquoi d'ailleurs. Mais bon, dans tous les cas, en passant comme ça se passe beaucoup mieux. Donc là, ça fonctionne.
Cool. Salut Seb Pop. Oui, Killer Volant. Pascal, c'est iPascalM. Alors d'où te vient ce iPascalM d'ailleurs? En fait, c'est Pascal M, c'était pas disponible, sachant que sur YouTube, j'ai juste enlevé mon nom de famille, j'ai gardé l'initiale. Ouais. Et le I, c'était parce que je nommais mes éléments par un I à cause d'Apple, tout simplement. Ouais, d'accord. Comme Il y a les iPhones, pas quoi. très original tout ça. Alors, je vais committer ce truc-là. Et comme ça, je mets fixies dièse. On est sur l'issue 9. Hop, je commit sur master. Je push. Et on va pouvoir closer l'issue. Salut Dompé. Et le mascap sur GitHub, c'est juste un anagramme hein, de De Pascal Pascal M. M. D'accord. Ok. Ok. Alors, ce qu'on se disait, ce dont on va parler maintenant, puisque donc on a close cette issue, on se remettra sur les issues un peu plus tard. On va parler d'une grande nouvelle. React Native version 0.59 est sortie le 12 mars, donc la semaine dernière. Alors pourquoi c'est une grande nouvelle? C'est une grande nouvelle surtout pour ceux qui font des applications Android. La 0.59 côté iOS apporte pas énormément de choses à part les hooks. Les hooks, c'est une nouvelle façon de programmer. Bon, quand je dis pas grand chose, les hooks, c'est déjà un truc assez fat en soi. Mais surtout, sur Android, en fait, on a le droit à un nouveau JavaScript Core. Alors, pour ceux qui se souviennent pas ou qui n'avaient pas suivi le début des émissions, JavaScript Core, c'est le process que React Native utilise pour faire tourner son bundle.js en tâche de fond, que ce soit sur iOS ou sur Android. À iOS, le gros avantage, c'est que le JavaScript Core est un process qui est à l'intérieur du système. Donc quand on met à jour iOS, ça met à jour le JavaScript Core, et on est sûr que en fait, notre bundle tournera toujours sur un JavaScript Core qui sera aussi moderne que l'est l'OS sous-jacent, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas sur Android, parce qu'Android, par défaut, n'embarque pas de JavaScript Core. Donc on est obligé, pour faire tourner une application React Native, une appli React Native est obligée d'embarquer son propre binaire du JSC, donc le JS Core. Le problème, c'est que React Native, le JavaScript Core embarqué dans Android, n'avait jamais changé depuis la première version, la première release de React Native pour Android. À savoir il y a 2 ans et demi. Du coup, le JS Core avait plus de 2 ans et demi, et il y avait tout un tas de features qui n'existaient pas. Notamment, je sais pas si tu utilises ça, Pascal, c'est assez pratique. Le Intel. Non, ça me dit rien. Donc typiquement, quand tu veux formater une date, c'est le truc en JavaScript où tout le monde réécrit cette fonction dès qu'il a un nouveau projet. Tu vas chercher cette fonction pour écrire une date dans la culture de ton utilisateur. Ah oui, mais il n'était pas disponible lui, c'est ça? Alors en fait, Intel est disponible sur le JS Core iOS, mais et il n'était pas sur Ah le JS voilà, Core du coup Android. j'ai utilisé une autre méthode moi. Bah moi je m'étais fait un polyfill du coup. Ouais. Mais c'est toujours un peu la loose quoi. Donc juste pour vous montrer comment ça fonctionne, Intel, en fait on fait un... Je vais pas mettre là. Dans notre console, on peut faire un const now égale new date. Voilà. Et donc si je fais now, en fait, par défaut, voilà, quand on affiche now, enfin une nouvelle date en string, il affiche Tuesday, enfin mar 26 2019 machin, etc. GMT plus 1. Et ben à structurer, parce que si par exemple moi je veux le 26 mars, bah c'était un peu la loose auparavant, tout simplement parce que il fallait créer nos propres fonctions. HDLoga qui dit c'est le truc que personne n'utilise parce qu'il préfère importer moment de JS. Oui,
C'est vrai, il y a plein de monde qui utilise Moment.js. Mais j'ai toujours été un peu... J'ai toujours eu un petit côté Nelliger de ce côté-là. À Ouais, je suis utiliser, pareil un peu aussi, ouais. à essayer d'utiliser le moins de lib possible. Et voilà, du coup, quand on utilise Intel, d'ailleurs, le fait de l'utiliser, c'est toujours un peu étrange. Ouais, je peux grossir ma console. À utiliser, c'est légèrement étrange, effectivement, parce qu'il faut faire un new intel.datetimeformat, .format, machin, etc. Mais si par exemple je mets fr ici, il me dit date is not defined, parce que je n'ai pas défini de date, ce qui est normal. Si je mets now à la place. Voilà. Donc le formatage par défaut de la date en ENUS, c'est 3-26-2019. Et en FRFR, c'est 26-03-2019. Mais on peut lui passer des options aussi. Genre, on peut mettre month de point short. Voilà, il passe que le mois, bien sûr. Hier, deux points. Je ne me souviens jamais de ce qu'il y a comme option. Option. Hier numérique. Hier numérique et day numérique. On va faire numérique. Day numérique. Hop. Et il me dit unexpected string. Oui, forcément, parce que je n'ai pas mis de 2 points. Voilà, et là ça fait 26 mars 2019. Et si je remets en ENUS, il met mar 26,2019. Donc en fait, il s'est paramétré, enfin il s'est formaté dans dans tout un tas de cultures, tout un tas de locales. Et il fait pas que les datetime formats, il fait aussi tout ce qui est monétaire, tout ce qui est formatage de nombres, etc. Donc c'est un truc qui est censé être standard, mais qui n'existait pas dans le vieux JavaScript Core d'Android. Donc typiquement, ce type de choses, on devrait pouvoir les utiliser avec le nouveau JavaScript Core. Youpi! Et surtout, en fait, Pascal, je sais pas où t'en es de ton appli Android. Je sais que t'es en train de porter ton appli iOS sur Android. Merci Ouais, je fais les deux en Virtalis. même temps en fait. T'as fait les deux en même temps? Ouais. Mais du coup, t'as pu remarquer quand même que Android, souvent, c'est un peu plus... Ça rame un peu plus qu'iOS. Ah ouais. Là, j'ai le S10 et l'iPhone 10S Max et c'est sûr que ça n'a rien à voir. Ouais, et surtout quand tu gères l'orientation et que tu réordonnes enfin que tu re-renders tout ton arbre de composants en fonction de l'orientation. Sur iOS, c'est quasi instantané. Sur Android, si ton arbre est un peu complexe, ça peut prendre jusqu'à 1 seconde, quoi. Ouais, c'est galère. Tu es obligé Et- de restreindre énormément les éléments que tu précharges. Enfin, c'est un peu exactement. embêtant. Il y a beaucoup d'optimes à faire dans tous les sens. Et en fait, avec ce JS Core, déjà, comme il est beaucoup plus moderne et qu'il est plus optimisé, bah en fait, moi j'ai vu sur l'abscisse que je fais, au niveau du boulot, j'ai vu une différence, mais flagrante, quoi. Je dirais pas qu'on se retrouve exactement avec les mêmes perfs qu'iOS, mais on s'en rapproche sérieusement. On est plus proche des perfs iOS que des anciennes perfs Android. Ah, ça c'est cool parce que c'est vrai que c'est un peu laborieux sur Android, hein. Exactement. Et Mais on avait sur aussi iOS, la limitation de ne pas pouvoir faire de 64 bits. On pouvait pas faire d'APK en 64 bits. ouais, ah oui, mais s'il date d'il y a 2 ans, ouais, c'est normal, ouais, Bah oui. effectivement. Mais iOS, c'est pas que tu utilises celui du système, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as même pas le droit d'en mettre un autre. Oui, non, tu peux pas en mettre un autre. Oui, non, c'est sûr. Non, JS Core, c'est une feature de l'OS qui est utilisée directement par React Native. Euh... HDLogable, en l'occurrence, c'est le genre de librairie dont je comprends pas l'intérêt, comme Modernizer. Il avait un sens à son existence il y a 5 ans pour Modernize, mais là plus maintenant. Ah oui, bah oui. Bah après le monde JavaScript dans le web et le monde JavaScript sans DOM par exemple, bah, parfois c'est pas la même chose. Donc parfois t'es content d'utiliser moins de librairies parce que tout simplement parce qu'il y en a certaines qui nécessitent un DOM et ça peut vite être galère.
Donc le support de 64 bits, ça c'est cool, parce que ça veut dire que à l'heure actuelle, enfin dans les anciennes versions, on pouvait faire un APK splitté. Donc faire un APK dédié à la RM 32 bits et un APK dédié au x86, donc les processeurs Intel. Mais du coup, on n'avait que le 32 bits, et ce qui fait que toutes les architectures 64 bits font tourner les applis en 32 bits. Ce qui est pas hyper cool, parce que du coup, on tire pas la partie de la puissance de la vraie puissance d'un CPU 64 bits, quoi. Donc le fait de pouvoir supporter ce truc-là, ben, ça veut dire qu'on pourra faire des splits. Par contre, on aura 4 APK au lieu de 2 quand on les split. Mais on pourra supporter les 64 bits directement. Est-ce que tu fais un peu Styled Component avec React, dit HDLoga? J'en avais entendu parler, je crois que j'ai jamais utilisé le truc. Moi, ça me dit rien en tout cas. Primitives for the component. C'est ça? Non, c'est pas ça, je pense pas. Oh là là, 41 mois d'abonnement, Dompé. Merci. Effectivement, bravo. Ouais, t'es vieux, ouais. T'es super vieux. Style Component, ouais, il y a un... C'est une lib... Mais c'est une lib de UI? Une lib graphique? Du coup? Visual Primitives for the component age. Create a title, machin, etc. Si c'est ça, ouais, d'accord. Non, j'ai jamais utilisé. Mais Style Component, ils ont une version React Native du coup? Parce que toutes ces libres React, c'est cool, mais bah, là, on risque de retomber sur exactement ce dont on parlait. À savoir, si elle se base sur un DOM, c'est foutu. Ah oui, donc en fait, c'est pour générer des thèmes, j'imagine. Ouais, ça a l'air d'être des thèmes d'application. Ça te permet de faire du CSS in JS. Ouais. Mais en fait, on fait déjà du CSS in JS, sauf que c'est pas du... Ça ressemble à du CSS in JS en React Native et en React aussi d'ailleurs, mais au lieu d'être vraiment ISO CSS, on se retrouve avec des styles qui sont camel case. Font family par exemple, en CSS c'est font-family. Là, comme on est sur de la déclaration de props, c'est font family en camel case au lieu d'être de comporter des tirés. Et puis t'as des valeurs aussi que... Enfin, les valeurs sont typées par rapport à CSS où tu peux... genre, tu peux mettre 15 px, ça marche quoi. Ou là, 0,5 EM, 1 EM, etc. Ok. Donc, faudra que j'y jette un œil d'ailleurs, à l'occasion, à ce truc-là. Effectivement, ça peut être pas mal. Je me mets de côté. Donc la 0,59, on va passer... on va faire l'exercice de passer à la 0,59. Qu'est-ce que t'as fait, Killer Volant? Ah, t'as balancé le lien. Ah oui, il y a un support de React Native. Merci pour le lien. Oui, effectivement, Foxy est un peu violente avec les suppressions de messages de liens. Merci Dompé, à plus. React Native, style component can be used with React Native in the same way, with the same import. Ok. Ah bah c'est cool, du coup ils ont fait gaffe à pas faire d'appel direct au DOM sous-jacent. D'accord. Ah, mais en fait, on fait... D'accord. En fait, on crée un composant qui surcharge un composant natif et qui le style au passage. Ok. Ah bah why not? Ouais, ça peut être vachement intéressant. Effectivement. Ah voilà, ça se croit VIP. Oh là là, Virtanas. Virtanas. HDLoga, mais du coup, ton ressenti de faire du CSS avec React, tu préfères ou tu préfères utiliser des feuilles CSS classiques comme avant? En fait, avec React Native, t'as pas le choix. Tu peux pas faire de feuilles CSS.
tu n'as pas de moteur CSS puisque tu n'as pas de DOM. Donc, t'as pas de rendu qui soit capable d'ingurgiter de la style sheet, genre du fichier .css. Donc, tu es obligé de faire du CSS in JS, quoi qu'il se passe. Mais avec React Native, souvent, il te propose de créer des style sheets. Donc, en prenant le style sheet.create de React Native. Mais sinon, tu peux balancer un objet raw directement avec toutes les props en fait du style qui t'intéresse. L'intérêt de faire des stylesheet.create, c'est que derrière, en fait, tu peux y affecter un ID et les retrouver et les réutiliser à travers ton app. Et surtout, en fait, quand tu balances un style comme ça en mode inline, il recrée l'objet et le style sous-jacent à chaque fois que tu le balances. Alors que si tu utilises un styles.quelque chose, donc une style sheet qui a été créée, il l'utilise par référence et pas par valeur. Donc il ne crée qu'une seule fois le style. Et tu peux l'utiliser à travers toute ton appli. Mais sinon, oui, il n'y a pas de moteur CSS. Là, je reprends un projet, il y a 5 fichiers CSS, j'ai envie de me suicider, dit acheter le gars. Ouais, je comprends. Je comprends. Surtout si ton projet, tu dois le passer en React Native. Si tes fichiers CSS sont lourds, ça peut être vraiment, vraiment laborieux. Hyper laborieux. Du coup, on va passer en 0.59. On est en quelle version ? On est en version package.json. On est en React Native 0.57.1. Alors, ouais, juste rapido, un autre truc, c'est qu'effectivement, ils sont en train de réduire la base de code de React Native. Donc, en fait, il y a plein de librairies un peu tierces, enfin de composants qui à l'heure actuelle sont natifs, enfin sont inclus dans React Native de base, qui sont en train d'extraire dans des librairies externes, tout simplement pour simplifier la base de code de React Native, la base de code globale. Donc si vous utilisez l'async storage, typiquement, et à partir de la 0.59, il est deprecated d'utiliser l'async storage qui est contenu dans React Native, dans le package React Native. Il faudra juste utiliser ce bidule-là, donc qui est un projet annexe, et qui est a priori juste une extraction de l'async storage, qui s'utilise exactement comme l'async storage habituel, quoi. C'est juste qu'au lieu de faire... Comment ? Je vais bien m'amuser parce que moi je l'utilise. Mais non, mais franchement, t'as juste l'import à changer. Hein. T'as juste à installer Async Storage. Et bon, il faut le linker. Ça, c'est le truc un peu lourd. Mais une fois que tu l'as installé et que tu l'as linké, t'as juste l'import à changer dans tes fichiers. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de perte de fonctionnalité, sinon ça va être assez... Non, c'est un portage ISO. En fait, ils ont extrait des morceaux de React Native, des API de React Native, pour les mettre ailleurs. Donc, tu avais Netinfo, pareil, c'était pour savoir si tu étais sur un réseau, sur quel type de réseau tu étais. Enfin, tu es. Ouais, tiens, un deuxième. Ouais. Est-ce que tu es connecté, tu n'es pas connecté? Est-ce que tu es en Wi-Fi? Est-ce que tu es en 3G, en 4G, etc. Killer Volant, oui. Ce qui est deprecated, c'est pas Async Storage en lui-même, c'est le fait d'importer Async Storage depuis le package React Native. Donc en fait, il faut juste installer l'async storage de la React Native Community, je vais y arriver, à part. Et ensuite l'importer depuis cet endroit-là. Il y a eu un autre truc qui était un peu zarbi aussi, quand j'ai fait la mise à jour. Ah oui, c'était la gestion de mes bridges. J'ai des bridges qui font des views. Je crois que t'as des bridges aussi, Pascal, il me semble. Oui, et qui font des views aussi. On a à peu près la même problématique, je crois. Hein, parce que ouais. Sur C, c'est un player de stream, c'est ça? Alors, t'as le player et t'as le broadcaster. Les deux ont des bridge view. Et moi, c'est un moteur vidéo. C'est comme un media player. Donc, on a à peu près les mêmes problématiques, je pense. Ouais, carrément.
Carrément. Je regarde juste vite fait ce que j'ai fait dans l'upgrade. Ah oui, il y a ah. Mais c'est de quel côté que ça a changé? C'est du côté iOS ou du côté Android ou les deux? Attends, il faut juste que je retrouve mon fichier. Là. Ok. Donc en fait, quand t'appelles un bridge, tu fais quand t'appelles un bridge de vue, tu vas choper le module de UI manager point le nom de ton bridge. Ouais. Là, en fait, à la place de UI manager point le nom de ton bridge, il faut que tu fasses UI manager point get view config manager config get view manager config pardon entre parenthèses. Et là, tu lui passes en string le nom de ton bridge. D'accord, donc ils ont juste changé La le méthode format, d'accès. quoi. En même temps, c'est Ouais. pas plus mal parce que la méthode d'accès en mode discover entre guillemets de ce qui est supposé exister ou pas côté natif, c'est un peu risqué. Alors que là, en fait, t'appelles une fonction, tu sais qu'elle va exister dans l'UI Manager et potentiellement, elle a la possibilité de te dire que ton bridge il n'existe pas quoi. Là où avant, en fait, t'avais undefined. Point. Ouais, effectivement, ouais. Donc ça a du sens quelque part. Elle est Et pour les autres, ça a pas bougé? Et pour les Les autres, autres alors c'est le seul vrai truc que j'ai vu, indépendamment de la mise à jour en elle-même, quoi. On va faire la mise à jour. Juste, alors, HDLoga, la logic component est beaucoup plus intelligent que le CSS classique. Ouais, sauf que moi, ce que j'aime dans le CSS, c'est l'héritage de style. Là, ce qui me manque dans React Native, c'est vraiment l'héritage de style. J'aimerais bien dire une view, tout son texte sera noir, et c'est pas possible. Il faut que tu dises que chaque texte qui est enfant de la view a la couleur noire, quoi. Bon, après, tu peux t'en sortir en faisant des styles réutilisables et en les composant, en faisant de la composition de style. Mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas le. Enfin, je trouve que c'est un des avantages de CSS par rapport à React Native, c'est que le CSS il est cascading, quoi. Bah ouais, mais c'est plus logique, non. Bah. Oui, sauf quand t'as fait 15 ans de CSS, où là, pour le coup, c'est imprimé assez violemment dans ton cerveau, le fait que tout est potentiellement hérité. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis débutant en React Native a quand même l'air beaucoup plus poussé, je comprends pas tout ce que vous dites. C'est pas plus poussé, c'est différent. C'est différent. Tu dois juste... les principes de base sont les mêmes, la construction d'une appli peut être relativement vue de la même façon. Après, React Native, t'as tous les process, t'as tout ce qui est intéressant, enfin tout ce qu'apporte le monde du mobile, quoi. Qui sont des choses que si t'as jamais vues, effectivement, elles peuvent te paraître un peu abstraites dans un premier temps. Tu sais que ton component a telle classe. Quand tu dois chercher dans 5 feuilles CSS de 1000 lignes, c'est juste insupportable, j'en peux plus du CSS. Ah oui, mais ça, le plus simple, c'est effectivement d'aller faire de l'inspection avec les DevTools de Chrome et d'aller voir dans les styles générés. Tu peux faire tu peux faire de l'introspection de style comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on s'y met. Il y a des improvements de la command line interface, d'accord, ok, elle est plus rapide. Alors, upgrading to React Native version 0.59. Alors, les upgrades React Native, de base, quand ils parlent du système d'upgrade, c'est un truc qui est pas forcément trop simple et qui a beaucoup changé au fur et à mesure du temps. Au final, c'est vrai qu'il parle de RNDiff Purge. RNDiff Purge, c'est un outil en ligne qui est utilisable directement. Et qui permet de faire un diff entre un projet neuf, entre guillemets, un projet vide dans une version de React Native et un projet vide dans une autre version de React Native.
Et du coup, comme il fait le diff, en fait, on peut voir assez rapidement tout ce qu'il y a à modifier. Donc c'est ce que j'aurais dû utiliser déjà quand j'ai fait ma mise à jour, je sais plus quand. Ah oui, l'un des avantages de la 0.59 aussi, je vous ai pas dit, c'est qu'on peut passer sur Gradle 4.10, qui est vachement plus récent au niveau du moteur Gradle d'Android, enfin qu'on utilise dans Android Studio pour tout ce qui est compilation. Technical version the not on top. Voilà, je crois que je suis passé par ça. Alors, ce bidule nous permet de sélectionner notre version actuelle. On a dit qu'on était en 0.57.1. Voilà. Et on veut aller en 0.59.2 parce que c'est la dernière. Et on y va. Alors, on fait un diff. Et là, blam, il nous dit qu'il y a 19 fichiers à changer. Alors, on va pas forcément tous les changer parce qu'il y en a qu'on n'a pas. Genre, on n'a pas... On va pas importer tout ce qui est testing. On s'en fout un peu. Ouais, je sais, on est des dingues. On va commencer par Android. Alors, Android nous dit... Ah oui, il y a la flow config, mais la flow config, je crois qu'on l'a virée. Ah non. Bon, allez, on va mettre à jour flow config. Donc, il faut buter line 27. Il y a un truc line 27? Oui, il faut buter ceci. Ok. Et il faut changer à la ligne 69. 69? D'accord. Bon, on n'a pas du tout le même flow. En même temps, j'utilise pas flow, donc je vois pas pourquoi je me fais chier non plus. 67, et puis ils disent que c'est la 0.92. Allez, par acquis de conscience. La flow config. Ensuite, le test, on va le laisser de côté pour le moment. Alors, Buck, notre ami Buck. On a dit sur Android, app, Buck. Donc notre ami Buck, il y avait les boucles pour générer les jars et les AAR. Ça a été externalisé, tout ceci, dans un script externe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on bute la boucle et on appelle le script. Le script qui, si je ne m'abuse, reprend les boucles, ni plus ni moins. Alors, HDLoga, j'ai juste une question que je te posais la semaine dernière, je crois. Imagine que tu as un site sous React. React appelle une API pour afficher les données en front. Est-ce qu'une personne lambda peut trouver l'API via le code React? Et si oui, est-ce que c'est dangereux d'avoir une API publique? Et n'est-ce pas mieux d'avoir une API avec Node.js sur le même serveur avec React? Je ne sais pas si je suis clair. Je t'avoue que j'ai pas compris complètement la dernière partie. Est-ce qu'on peut trouver l'URL d'une API? Dans tous les cas, oui, quoi qu'il se passe. Il suffit d'avoir, sans même parler de code source, il suffit d'avoir, par exemple, un téléphone sur un proxy local, donc un proxy comme Charles Proxy ou ce genre de choses, ou Fiddler sur Windows qui marche pas mal aussi. Si on est branché sur ces trucs-là et qu'on a accepté les certificats SSL locaux du proxy, en fait, on a la possibilité de se mettre en man in the middle, pardon, qui nous permet tout simplement d'inspecter toutes les trames réseau et tous les appels réseau entrant et sortant du système. Et du coup, tu peux récupérer non seulement l'API, enfin l'URL de l'API, mais tu peux aussi récupérer un token, tu peux récupérer tous les headers utilisés pour appeler l'API, tu peux récupérer les bodies de tous tes posts, les paramètres de tous tes get, il n'y a pas vraiment de limite. En fait,
sur un device comme un téléphone iOS ou un téléphone Android, tu peux pas vraiment planquer une API. Oui, Pascal, effectivement, Wireshark aussi. Wireshark, c'est juste beaucoup plus verbeux, donc c'est beaucoup plus. Il faut être déjà un peu plus balèze pour comprendre ce qui se passe dans Wireshark. Ou avoir les bons filtres, en tout cas. Un des moyens les plus simples d'obfusquer une API, entre guillemets, c'est de te faire une API proxy. Donc tu peux, par exemple, soit passer par de la Cloud Function ou des trucs comme ça, soit passer par un autre serveur qui en fait va appeler lui-même ton API. Donc une espèce de serveur intermédiaire qui va te servir de proxy. Et c'est un peu la seule façon, entre guillemets, que tu as de protéger une API de l'extérieur. Enfin, en tout cas, c'est la façon la plus sûre. Mais ouais, de nos jours, je crois que tu peux pas vraiment planquer une API, que ce soit d'ailleurs dans un projet natif ou dans un projet React Native ou même dans un projet web. Dans tous les cas, on va voir les trames. Sur un projet web, c'est encore pire, puisque sur un projet web, si je vais sur Facebook, hop là, si je vais sur facebook.com, que je vais sur l'onglet Network, voilà, en XHR, j'ai... Waouh, mais c'est trop gros! Non, mais c'est pas ça que j'ai voulu faire. Non. D'accord. Donc je peux zoomer, mais pas dézoomer la console. C'est cool, ça. Comment je fais? Je ne sais pas. Enfin bon, du coup là par exemple, tu vois, là, je suis sur Facebook, j'ai des fetch et des XHR de Facebook. Donc là par exemple, je peux inspecter les headers qui ont été passés. C'est quoi ça? C'est un Typed, Facebar, Bootstrap. Bon après il faut les regarder, hein. Mais là par exemple, j'ai un appel GraphQL de Facebook. Je peux choper quelque part. Ouais, ça doit être un appel clair, donc il n'y a pas d'authentification. La request payload, donc c'est le body de ma request, et là, ça a l'air relativement encodé, quoique, même pas. Homepage, machin, etc. Si, ouais, tu peux faire de l'encodage. Et là, par exemple, bah, je peux voir que, voilà, j'ai mes amis, machin, etc. Je peux voir la réponse de ce qui est arrivé dans la requête. Donc en fait, tu peux pas vraiment planquer ces trucs-là, hein, pour vis-à-vis de l'introspection. Tout le monde va pouvoir voir ce genre de choses. Killer volant, du coup, les tokens, ça sert à rien. Bah si, ça sert dans le sens où si tu veux inspecter ce genre de choses, il faut que tu le fasses toi-même avec ton device sur ton PC. Bon, sauf si tu hacks un Wi-Fi et que tu arrives à faire du man in the middle pour tous les gens qui utilisent le Wi-Fi, où là tu vas pouvoir effectivement choper les tokens des autres. Mais sinon, la plupart du temps, bah, tu arrives à choper ton token, et bah t'es content parce que de toute façon tu peux prendre ta place à toi, mais en fait c'est déjà ta place, donc ça sert pas à grand chose en fait. C'est juste que du coup tu peux comprendre comment fonctionne l'API, c'est tout. Comment tu sécurises tout ça? Bah déjà, au niveau des tokens, quand on parle d'eau haute, il y a deux types de tokens. Il y a le refresh token et l'authentication token. Et ton token d'authentification, il peut être sniffé sur le Wi-Fi ou autre, euh, éventuellement. Et encore, c'est quand même super chaud. Mais il y a un moment où il expire. Et pour le rafraîchir, il faut utiliser le refresh token. Et le refresh token, en théorie, il n'y a que l'appli qui a utilisé ton qui a utilisé ton login et mot de passe pour s'authentifier avec ton compte, qui a accès à cette info-là. Et encore, elle transite aussi sur le réseau. Donc. De toute façon, la sécurité, la cybersécurité ultime, entre guillemets, enfin, impénétrable, ça n'existe pas, hein. Après, il y a forcément des façons de protéger tout ça, mais déjà, c'est pas du tout mon rayon, c'est pas ma spécialité.
Mais après, le seul truc que je vois, si vraiment tu ne veux pas que en tout cas ton API soit visible au grand public, le mieux c'est de faire un proxy. Mais toi par exemple quand tu fais une API, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu utilises quoi? Bah je fais comme t'as vu sur Facebook, là l'API de Facebook elle est claire, hein. C'est à partir du moment où tu fais une API, en fait tu la sécurises. Alors soit c'est une API publique, donc si on va sur Twitch par exemple, sur l'API de Twitch, Twitch API v5. Ah non, c'est la New Twitch API. New Twitch API. Putain, ils sont partis sur les mêmes délires que le nouvel iPad. Donc si j'utilise un truc comme ça, là, il va m'engueuler. Qu'est-ce qu'il me fait? Unauthorized. Voilà. Donc typiquement, là, je veux aller chercher... je sais même pas ce que c'est. Si, c'est les streams qui concernent le jeu 33214. Et je veux aller les chercher, mais je n'ai pas de token, je n'ai pas de hot token. Bah du coup il me dit non, t'es pas autorisé. Bon, je pourrais sniffer un token et l'utiliser le temps qu'il est valable, qu'il est valide, mais après je pourrais pas le rafraîchir, donc il faudra que j'en sniffe un autre. C'est à peu près la seule, enfin, en tout cas c'est le moteur de sécurisation des données des API modernes, enfin ou en tout cas actuelles. C'est un truc que Nelligar n'aime pas d'ailleurs, parce que Nelligar il veut un token qui n'expire jamais. Et en fait, dans la norme OAuth, il n'y a plus de token qui n'expire jamais. Ça n'existe plus. Tout au début, Facebook, on pouvait avoir un token et il n'expirait jamais. En fait, on pouvait le garder whatever quoi. Ce qui est un petit peu risqué quand même. Mais toi, par exemple, quand tu fais une API, ouais, mais ça a l'air de quoi? Mais là, ça a l'air quand même bien léger, je trouve. Node Express, je sais pas ce que c'est que. Enfin, Node Express, oui, la librairie Express dans Node. Mais est-ce que c'est léger? Je sais pas. Je sais pas. Choper un token, c'est quand même super compliqué. Choper un token qui ne t'appartient pas. Là, ce que je vous ai dit, c'est aller chercher des tokens qui nous appartiennent à nous. Et encore une fois, réutiliser un token qui nous appartient à nous, eh ben, c'est juste utiliser l'API des apps qu'on utilise déjà. Donc en fait, ça sert pas à grand chose. Mais choper un token de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Sauf à le mettre sur son proxy avec son téléphone et lui faire accepter enfin, faire confiance au certificat qui permet au proxy de décrypter le SSL et le HTTPS qui transitent sur le réseau. Mais c'est quand même super chelou. Enfin, super chiant à faire. Quand je disais léger, je répondais quand tu disais que la sécurité parfaite n'existe pas. Je trouve que la sécurité web est légère. Je sais pas. Encore une fois, je suis pas très spécialiste de la sécurité web. Bon, on en était à... Parce que le temps passe, et si jamais je suis en retard, le chef va m'ététer, parce que à 15h, à 14h, il y a une super conf Huawei, donc il va pas falloir dépasser. Le build.gradle de l'app, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit qu'il faut buter le build tools révision, build tools version machin truc bidule chouette, et de lui mettre un compile option avec une version 1.8. Ok. Ah oui, il bute le NDK. Alors ça, c'est un truc que j'avais fait déjà moi-même. Ça fout en l'air pas mal de trucs. Le NDK, c'est sur Android quand on veut compiler un morceau C++ dans une appli Android. Pour la faire courte. C'est pour Native Development Kit par rapport à SDK qui est Software Development Kit. Donc ça c'est le support du 64 bits. On va pas l'activer pour l'instant. On fera peut-être plus tard. Moi j'ai eu des surprises côté 6, notamment avec une lib qui était pas dispo en 64 bits. Donc ça m'a pas mal pris la tête. Alors builddevs.bzl. C'est quoi? C'est la racine de app. Qui donc notre nouveau fichier. Je crois que c'est builddevs.bzl. Ah shit.
BZL. Ok. Et qui contient les macros avec les boucles qu'on utilise du coup maintenant dans notre buck. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, dans le manifeste... Ah oui, ils font un manifeste Android spécifique au debug pour dire que le alert window n'est dispo qu'en mode debug. T'es sûr que le fichier, tu l'as mis au bon endroit, là? Lequel? Celui que tu viens de mettre. Là, j'ai le live en différé, donc c'est assez compliqué. Celui qui a les Non, je l'ai pas macros. mis dans le bon endroit d'ailleurs. Effectivement. C'est dans App. Bien joué. Bien joué, bien joué. J'ai du mal avec mon Visual Studio Code. Merci. Ah bah de rien. On a dit... Bon, l'Android Manifest... si, non, attends, parce que je crois que par défaut, le manifeste a un système alert window. Et je crois que c'est considéré comme une mauvaise pratique. Alors, c'est dans SRC, Android Manifest. Ouais, c'est ça, système alert window, il veut plus l'utiliser par défaut. Il ne veut l'utiliser que pour le debug. Donc, il faut créer un répertoire debug dans SRC. New folder, debug. On va faire les gros porcas, on va faire copier-coller du Android Manifest dans le debug. Et on va lui dire qu'il va avoir que ça. Voilà. Clear text trafic, je sais pas ce que c'est ça. On va leur faire confiance, hein, ils savent ce qu'ils font. Du coup, dans le Android Manifest, on bute la permission système alert window. Le Android Manifest de base. Où sommes-nous? Nous sommes là. Qui doit certainement poser problème pour une raison X ou Y. Ah oui, ils ont ajouté le round icon. Ça, c'est pas mal. Par défaut, en fait, quand vous faites une appli Android, vous fournissez une icône carrée, par exemple, ou une icône ronde, comme vous voulez. Et en fait, depuis pas mal de versions maintenant... Merde. Depuis pas mal de versions maintenant, on peut mettre une icône qui sera utilisée sur tous les devices, sauf ceux qui déclarent qu'ils ont des icônes rondes, qui utiliseront, eux, la round icône. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que vous pouvez avoir deux versions de votre icône de launcher. Donc l'icône de launcher, bon là on est sur iOS, mais c'est pas grave. Imaginez que ce soit Android. Par défaut, j'ai un carré. Bon, ben certains devices Android, en fait, avec leur thème, ils présentent les icônes plutôt en rond. Et ben si jamais vous fournissez le round icône dans l'application, et ben il utilisera cette icône là pour les devices qui ont des launchers qui utilisent des icônes en forme de rond. Mais le carré continue de fonctionner en attendant. Alors les build tools, on est dans quel upgradle? Le build gradle dans le racine Android. Build gradle. Ils sont passés en 28.03, on était déjà passé en 28.02, mais ils sont en 0.3. 28.28, 28.0. Toujours le dernier SDK dispo. Ok. Alors, le chef pourrait être plus tolérant avec le stream et le plus intéressant du studio. Oh, ce troll, HD Loga. C'est chaud de mettre à jour RN, je pensais que ça se faisait automatiquement. Ah non, bah non, React Native c'est de l'hybride, toutes les techno hybrides, à partir du moment où tu commences à passer d'une version à l'autre, t'as pas mal d'adaptations. En tout cas, c'est cool avec ce stream, j'apprends plein de trucs, merci. Mais j'ai l'impression que l'apprentissage du dev web, c'est comme le mont Everest, tu ne vois jamais le bout. Ouais, c'est beaucoup de pics, mais en fait, parfois il y a des pics plus hauts. C'est c'est comme ça. C'est quoi le logiciel qui simule ce téléphone avec iOS? C'est le simulateur qui est livré avec Xcode. Voilà, c'est le simulateur de Xcode, exactement. Le G-Center est passé après Google. J'ai suivi ce truc-là. Je l'avais fait d'ailleurs. Parce qu'il y avait des problèmes de conflit de package Maven entre le G-Center et Google. Et Google doit passer en priorité. Dit Google. Étonnamment. Alors, la 1.4 est remplacée par la 3.3.1.
parce qu'on passe en Gradle 4.10. Exactement. Alors, le Google qui passe au-dessus, je l'avais déjà fait, il passe même au-dessus de Maven Local chez nous. Et on bute la task de wrapper. Voilà, ça c'est fait. Gradle wrapper.properties, on passe de la 4.4. Où suis-je Gradle, non, Gradle wrapper on a dit. Gradle wrapper.properties, on passe de la 4.4 à la 4.10.2. Ce qui fait qu'on rattrape pas mal de choses, parce que Gradle 4.10, je crois que elle est pas toute récente non plus. Je crois qu'elle est de septembre 2018, de mémoire. Gradle 4.10. Ouais, je crois que elle est de septembre 2018. Il y a eu plein de fixes. En théorie, c'est plus... C'est plus mieux, comme ils disent. Donc on est sur la distribution URL, nickel. HD local, j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs Hello World par semaine. C'est gentil. Il faudrait que je me multiplie par 8, parce que là, au niveau du temps, c'est parfois un peu chaud. Mais ouais, il faudrait que j'arrive à faire des choses plus souvent, effectivement. Alors, ils ont créé un fichier babelconfig.js à la racine. Donc, babel.config.js, dans lequel il y a brut. Oui, parce que le preset Babel, on le mettait dans le paquet JSON, mais il a dû sauter, du coup, j'imagine. Peut-être pas, je sais pas. L'index.js, le formatage du commentaire, on s'en contrecogne. Ah oui, alors dans le Xcode Proj, bon ça je le ferai offline parce que c'est assez relou. Ils ajoutent une nouvelle référence au JavaScript Core. Effectivement. J'ai un Nico Poppy en attente sur le Discord. Ah, effectivement. Mais que fait-il là? Bonjour Nico Poppy. Bonjour. Non, mais en fait, j'attendais juste pour la conf. Ah, ben oui. Ah. Tu vas couvrir la P30, la conf du P30? Ouais. Mais bon, fini, hein, t'as le temps, ça quand même. Ouais, mais de toute façon... Il y a le compteur qui est à 6 minutes 48. 6 minutes... Elle commence dans 6 minutes 48? Oui. Ah, bah du coup, je pense que j'aurai pas le temps de terminer ce que je suis en train de faire. Bah, fais comme tu veux. Sinon, j'aurai pas le temps. Enfin, Continue vous avez sur bien vu le principe. Le principe de l'upgrade. Effectivement, c'est pas hyper simple. C'est parfois un process de die and retry, c'est-à-dire que une fois que tu as bien fait toutes tes modifs, t'essayes de recompiler, en fait, tu as tes caches qui te font chier dans tous les sens. Et parfois ça peut être vraiment galère. Mais voilà, c'est le principe. Je vais finir ce truc-là, je pense, hors ligne. Je vous en parlerai la semaine prochaine, directement. Et la semaine prochaine, du coup, bah, si j'arrive à tout compiler, tout mettre comme il faut, je vous enverrai à ceux qui l'ont, une alpha et un test flight. Comme ça, vous pourrez voir bah, les différents changements qu'apporte la 0.59. Côté iOS, ce sera pas hyper flagrant. Côté Android, par contre, ça devrait l'être beaucoup plus. Et du coup, vous pourrez voir tout ça. Déborde, les confs ne commencent jamais à l'heure. Oui, mais après, c'est Nico et le chef, ils vont pas être contents. C'est vrai qu'en plus, je déborde quasiment à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment quelqu'un derrière, donc je vais pas déborder. Il donne déjà des cours HD Loga. Oui, j'ai commencé jeudi dernier. Ah bah d'ailleurs, on va finir là-dessus, tiens. Jeudi dernier, effectivement, depuis jeudi, tous les jeudis, je donne 8 heures de cours par jeudi. Donc ça fait beaucoup. Je vous spoil tout de suite. Effectivement, au bout de 8 heures de cours, t'es un peu séché. Mais de chez séché. Je donne 8 heures de cours par jour sur 7 semaines. Donc il y a 7 jeudis dans lesquels je
Je vais donner des cours React Native. Donc c'est pour une majeure, pour des élèves ingénieurs en dernière année qui doivent donc faire des apps ils se répartissent par groupe, ils vont faire des projets d'app. Alors la petite complexité, c'est qu'ils viennent de plusieurs filières différentes. Il y en a certains qui ont pas mal fait de React Native, il y en a d'autres qui en ont pas fait du tout. Donc du coup il faut que j'essaye de trouver du contenu un peu intéressant pour ceux qui en ont fait, et que j'essaye de pas non plus perdre trop ceux qui en ont jamais fait. Donc ça peut être légèrement complexe. Salut chef, tu viens nous dire que c'est l'heure, je parie. Exactement. Ouais, pas de souci, on était en train de conclure. Eh ben, merci à tous. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vais vous laisser du coup avec le chef et avec Nico qui vont commenter le unveiling du Huawei P30, c'est ça? Oui, c'est ça. Il Il me reste semble. 3 minutes 22 secondes, 3 minutes 21. Ok, je vais juste déjà le mettre le générique de fin et je vais couper aussitôt. Comme ça, si tu veux mettre une boucle, tu pourras mettre la pub Ouais. toi-même, ok? Parfait. Eh bien, à bientôt tout le monde, et merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis avec Pascal, et merci Pascal d'ailleurs pour ta participation, c'était très cool. Merci parti. beaucoup, à la semaine prochaine, salut.